Tenez les positions. Faites faux commandement. Chape sur le flanc droit. Piou, 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 piou. Tchou, tchou. L'ennemi à 100 mètres devant nous. Faut savoir ce que vous faites. Sylvain, il est persuadé qu'il peut me battre à World of Tanks Hit. Et après ma victoire, elle sera bien obligée d'admettre ma supériorité. World of Tanks Hit, mais c'est un jeu vidéo. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Bah, il est pas dispo. On patiente comme on peut. World of Tanks Hit, c'est une simulation de chars avec des combats PVP pouvant nous amener à des affrontements intenses de 10 joueurs contre 10 autres joueurs. Pour s'en sortir, la coopération est indispensable. Sécuriser les objectifs, progresser en équipe et surtout mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Il y a un système de blindage en couches, des modules internes, les points faibles à identifier selon le modèle du char qui nous fait face. Et ça sort quand? Ah, la date n'est pas encore annoncée, mais ça arrive. Et d'ailleurs, je compte sur vous pour le mettre en wishlist sur Steam ou sur PS5. Hein. Comme nous, vous serez avertis quand il sera sorti. Bon, allez, Charlotte, t'es foutue. Mort à l'ennemi. C'est débile, puisque c'est du PVP en équipe, pourquoi vous vous affrontez l'un contre l'autre? C'est ma ligne de mire. Feu. Je pense que perso, j'attendrai plutôt la sortie du jeu. Merci à World of Tanks Hit de soutenir cette vidéo et n'oubliez pas d'aller wishlist le jeu. Espace, frontière de l'infini. Édouard me l'a promis. Aujourd'hui, nous allons explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer dans l'inconnu. Non, Starflight, ça me parle pas du tout. Après, j'avoue, les jeux d'exploration spatiale, c'est pas trop mon dada, mais justement, ça peut être trop cool. Et du coup, j'ai dit à M. Pichon de venir avec nous parce que je sais qu'il est fan de Star Trek et de toutes ces vieilles séries SF. Monsieur Pichon. Bon, du coup, je te laisse ça. Tu te souviens, Alice? Sishan Malwantan Passen. Maintenant, je fais au plus simple. J'ai téléchargé l'émulateur Mega Drive, la ROM du jeu. On se fait ça depuis le PC? Ok, parfait. J'ai dit émulation et tu dis parfait? Ouais. On y va? Ouais. Ok, émulateur lancé, ROM installé, touche attribuée, tout est opérationnel, lieutenant Pichon. Bien, capitaine, quels sont les ordres? Dans quoi nous embarquons-nous? Eh ben, je connais pas le jeu, on va demander à l'infirmière. L'infirmière. Elle est peut-être astronavigatrice? Ouais, très bien, astronavigatrice, on t'écoute, Alice. Bon, eh bien, dans Starflight, on se trouve en l'an 4620. On incarne un humain de la planète Art, un millénaire après la chute d'un vieil empire galactique qui s'étendait à travers les étoiles. On démarre au cœur d'une station spatiale, et avant d'en sortir, il y a 2 ou 3 petites choses à régler. D'abord, allez écouter le briefing de notre mission. Explorer de nouveaux mondes, aller où nul autre n'a jamais mis les pieds, établir des communications avec des aliens et collecter des ressources rares. Et dans la 2e salle de la station, on nous attribue un petit pactole pour aller recruter l'équipage de notre vaisseau. Eh, t'en as des trucs à prendre en compte, hein. 6 membres d'équipage à créer avec 5 compétences et plein d'attributs. Durabilité, taille, poids, vitalité, LRM rate, quoi que ça veuille dire. On peut directement engager des aliens, les insectoïdes Velox, les reptiliens Trine, les plantes humanoïdes Eload ou même des androïdes. Et voilà ce qu'on a fait. Je suis le capitaine Édouard. Vous, monsieur Pichon, vous serez mon officier scientifique, Arnaud, notre ingénieur en chef, Solène, responsable des communications humaines, Sylvain, notre médecin homme végétal et Alice, notre navigatrice insectoïde. Navigatrice, c'est parfait ça. Trop bien, il y a même la description physique. Pourquoi je mesure 1 mètre? Visiblement, les insectoïdes, c'est petit. Une fois notre vaisseau baptisé l'USS Pixel, on a le droit qu'à 8 caractères, on peut décoller et... Mais comment je sors de là? Je suis piégé dans l'orbite de la station. Et j'ai beau mettre les gaz, quand j'arrive à partir, je suis re-attiré par la gravité. C'est pas pour rien que ça n'a pas été un grand succès public. Typiquement le genre de jeu réalisé pour un public d'initiés. Regardez,
On peut scanner des planètes, en apprendre plus sur leur climat, leur composition, leur atmosphère, leur gravité et... on peut se poser dessus. Aouh! Le blindage du vaisseau en a pris un coup, capitaine. Ouais, je suis pas sûr de tout comprendre, mais c'est assez impressionnant pour un vieux jeu. Je veux dire, c'est à la fois un jeu de gestion d'équipage, d'exploration spatiale, d'analyse des planètes. On peut même y débarquer en envoyant un rover récupérer du minerai et fouiller des ruines. Allez, un peu de platine ici, de l'argent par là. J'accélère le jeu grâce à l'émulateur, ça se fait assez bien. On file à la base, on revend tout ce minerai et visiblement on a même récupéré de l'endurium qui vaut une fortune. Allez, on se fait un max de thunes en vendant tout ça et on améliore l'équipement de notre vaisseau. Son blindage, ses boucliers, son armement... Il serait peut-être temps de quitter ce système stellaire, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je dis que c'est une très bonne idée, officier, sauf qu'on n'a plus de carburant. L'endurium. L'endurium, c'est ça le carburant. Et vous avez tout vendu. C'est gentil de prévenir. On n'a plus en soupe en racheter avec toutes les améliorations qu'on a prises. Pas de panique, officier, on est sur émulateur. Je vais recharger notre partie un petit peu avant la vente et ça va le faire. Faut dire que c'est quand même un peu la galère cette histoire. On est bloqué si on n'a plus d'argent, on est bloqué si on n'a plus de carburant, on est bloqué si on n'a plus d'énergie dans le rover, sans compter que en plein milieu de la galaxie, on est assez paumé. Alice, tu nous as encore choisi un bon vieux jeu à l'ancienne. L'officier de navigation permet de voir la carte stellaire si on lui demande. Et ouais, exploration spatiale oblige, elle est immense. Chaque pixel coloré représente un système planétaire qui contient jusqu'à 6 planètes à explorer, avec plein de minerais, de ruines et d'artefacts. Je les ai comptés, il y en a 270. Et on doit toutes les explorer ? Aucune idée, capitaine. Je sais même pas ce qu'on doit y chercher. En tout cas, pour sûr, il y a de quoi faire. Les nébuleuses en violet cachent encore d'autres systèmes, et ces petits amas de pixels blancs sont en fait des trous de verre. Ils nous téléportent d'un bout à l'autre de la galaxie sans consommer le moins de carburant. Et ça pourrait être pratique, ça. De toute façon, on peut tester. Si ça nous amène à un coin non souhaité, je recharge la partie un peu avant et on évite le dit trou de verre. Oh, regarde, Ed! Enfin, capitaine, notre premier contact avec des aliens. Joli, ce sont les Véloxy, la race insectoïde. C'est tes cousins, Alice. On peut choisir de leur parler de manière obséquieuse, bienveillante ou hostile, puis leur poser des questions sur eux, les autres aliens, le vieil empire qui s'est effondré il y a 1000 ans, les anciens... C'est qui cela? Leur réponse est tellement cryptique, ça nous balance un nombre de termes comme si c'était des évidences. Là, on rencontre un peuple d'androïdes et ça nous parle d'un projet Noé, d'un institut, de la planète Even, de Mardan 4, du système Pythagore de l'Empire attaqué par les Nulmox et le Plegmac. Oh putain! Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Daggerfall, c'était pareil, on comprenait rien dans les intrigues politiques avec des tartines de texte et c'est la même chose et en pire. C'était pas si compliqué, Daggerfall. Et puis les dialogues, ils défilent super vite, j'ai à peine le temps de les lire. Mais non, mais ça, c'est parce que l'émulateur est suraccéléré, monsieur Pichon. Attendez. C'est mieux, là. Alors, d'après la solution, il faudrait qu'on retourne à la base et on aura un indice pour la suite. La suite de quoi? Je sais pas. Retour à la base, donc on nous informe que quelque chose de bizarre se trame dans la galaxie. Les étoiles semblent devenir très instables depuis quelque temps et celle de notre monde d'origine, Art, commence à dégénérer, menaçant carrément d'exploser. Je pense que c'est notre quête, enquêter là-dessus et trouver un moyen d'endiguer le phénomène. D'après la soluce, faut qu'on entre en contact avec les mécans, les robots qu'on a rencontrés tout à l'heure. Ok, tu sais où ils sont? Alors, ce serait coordonnées 154-107. J'y fonce. Par contre, putain mais sérieux Alice, regarde comme notre carburant, l'endurium, là ça part vite, c'est ouf. Dès qu'on sort du système stellaire, ça fond à vue d'œil. Puis si on n'est pas exactement sur la bonne étoile, on peut pas entrer dedans. On se fait harceler par des tonnes d'extraterrestres tous les 10 mètres qui veulent entrer en contact avec nous pour nous dire des trucs incompréhensibles. Deux choses, Ed. Le jeu n'est pas pensé pour foncer tête baissée. Il y a un côté gestion qui vous passe totalement à côté là. Exploiter les ressources des planètes que vous croisez, comprendre et se servir des trous de verre. Surtout, à accélérer à chaque fois vos phases de voyage, vous consommez d'autant plus de carburant. Sans compter que vous perdez en justesse pour atteindre des points précis. Alice, on met en accéléré pour rendre le jeu digeste, rien de plus. Bon,
Qu'est-ce qu'on apprend là? Les mécans ont été créés par un mystérieux institut et semblent terraformer des planètes dans le but de créer des refuges pour l'humanité. Il nous parle également d'un étrange artefact, les œufs noirs, de puissantes bombes planétaires ayant rasé des planètes entières de l'Empire. Il nous file l'emplacement de la Terre? Notre Terre à nous? Oh, trop cool ça! Ah, elle se trouve en 216.87, troisième planète à l'emplacement 12/20 ouest. Ensuite, il faudra filer aux coordonnées 68.66, récupérer un truc, puis on pourra rejoindre l'emplacement 180.184. Je vous laisse les commandes, monsieur Pichon. Je suis désolé Alice, je suis désolé Edouard. J'adore Star Trek et ce genre d'univers, c'est toute ma jeunesse, mais je suis pas sûr d'avoir envie d'aller jusqu'au bout. Je vous comprends. Moi, je suis désolé, Alice, effectivement, mais c'est un peu ennuyant ton jeu. C'est peut-être parce que on n'y joue pas vraiment. Donc moi, je vous propose qu'on relance une partie, mais sur console cette fois. Et là, ce sera ennuyant et lent. Ed, je te laisse éplucher le manuel et moi je vais installer la console. Lieutenant Pichon, donnez-moi une seconde chance. On va recréer un équipage, monsieur Pichon. Le même. Bordel, 90 pages, c'est un roman le truc. Ah bah, littéralement, Robert Silverberg. Ça a été écrit par un romancier de SF. C'est assez fastidieux à lire, hein. Bordel, le nombre d'infos, le nombre de pages, mais oui, forcément, on apprend des choses. Déjà, le carburant, c'est le nerf de la guerre. Activer ses boucliers en consomme, tirer avec ses armes aussi. Vaut mieux améliorer au plus vite les moteurs du vaisseau. Meilleurs ils sont, moins ils consomment d'endurium. Ça facilitera la tâche. Pareil, faut vite acheter plein de cargaisons pour augmenter la capacité de stockage du vaisseau et maximiser la quantité de minerais qu'on pourra ramener d'une planète à la base. D'ailleurs, plus ces derniers sont radioactifs, plus ils valent cher. Et évidemment, le plus cher, c'est l'endurium, le carburant du vaisseau. Les artefacts qu'on peut récupérer dans les ruines sont super importants aussi. On a récupéré un dodécaèdre, sans trop savoir ce que ça faisait. En fait, il permet d'entrer plus souvent en contact avec les aliens. J'ai l'impression que c'est indispensable pour avancer dans l'intrigue. Ouais, voilà, sur console d'origine, on peut pas accélérer. Oui, bon, les phases de minage sont un peu longues, ouais. Palpitant. Un autre truc que vous avez loupé, c'est le système de colonisation des planètes. La base nous demande de repérer les planètes hospitalières et de les enregistrer à l'aide du navigateur. Vous avez fait ça au pif sur des planètes inhabitables et la base vous a infligé des tonnes d'amendes. Vous en étiez à moins 38 000 crédits. Heureusement qu'en relançant une partie, on a effacé notre dette. Ah, c'est pour ça que c'est important d'analyser les planètes. Regardez celle-là. Azote et oxygène dans l'atmosphère, gravité de 1,5 G, surface liquide, climat tropical, météo calme. C'est une bonne candidate. Et hop, la base nous récompense de 40 000 crédits pour la découverte. Génial. Bien joué, monsieur Pichon. Aussi, il vaut mieux éviter d'avoir certains aliens dans son équipage, puisque plusieurs peuples se font la guerre. Ça déclencherait les hostilités si notre vaisseau était analysé par la mauvaise personne. Ouais, le manuel nous prévient concernant les interactions avec les aliens de manière assez poétique. Considérez chaque rencontre comme un trésor à découvrir. C'est clair que sans accélération, on se trompe moins quand on explore. Tiens. Qu'est-ce que... Vous arrêtez, monsieur Pichon? Non, mais je crois qu'on va avoir besoin d'une carte. Je te prends du papier, Ed. Lieutenant Pichon, vous pouvez regarder dans mon sac, il y a quelque chose pour vous. T'avais prévu le coup dès le départ, tu savais que ce jeu sur émulateur, ça marcherait pas. Ah, génial. Regardez, il n'y a plus qu'à marquer les trous de verre là-dessus. Ça a bien marché ce jeu chez nous. Oh, ça aurait pu être pire. Starflight a été développé par Binary Systems et édité par un tout jeune Electronic Arts. À l'origine, il s'agit d'un célèbre jeu pour l'IBM PC, sorti en 1986. Pour des questions de praticité, on joue là au portage Mega Drive de 1991, beaucoup plus ergonomique. Le jeu consiste essentiellement à explorer le cosmos, découvrir des planètes, rencontrer de nombreuses espèces extraterrestres. Je rappelle la date de sortie du jeu sur PC. 1986. Starflight est un pionnier de la simulation spatiale. Sans lui, certainement pas de Star Citizen. Du moins, pas sous cette forme. Imaginé par un certain Rod McConnell, il a été développé par une poignée de très jeunes développeurs dont c'était le tout premier projet. La plupart d'entre eux étaient même bénévoles et vivaient sur leurs économies aux grandes dames de leurs parents,
Quelle idée d'aller faire du jeu vidéo avec un diplôme d'ingénieur dans les années 80. Et c'est ainsi qu'est né Binary System, un studio spécialement créé pour donner naissance à Starflight avec une carte blanche totale attribuée par Electronic Arts. Le défi était de taille. Comment créer un jeu d'exploration spatiale vertigineux qui tiendrait sur 2 disquettes d'à peine 360 kilo-octets chacune? Sans rentrer dans les détails techniques, la solution révolutionnaire trouvée par les développeurs a été de générer la carte galactique à l'aide d'une fractale, créant à partir d'une simple formule mathématique un univers entier et évitant de remplir la mémoire du jeu d'un monde façonné à la main. Le portage Mega Drive, développé par Blue Sky Software, est sorti des années après et est la version la plus agréable du jeu. Synthèse vocale, nouvelle musique, exploration moins lourde, mais on a perdu la possibilité de renommer les planètes. Ces dernières sont plus petites, il y a moins d'artefacts et on a dit au revoir au spatioport en 3D. D'autant plus qu'il n'existait pas de moteur de jeu à l'époque. Et Starflight a entièrement été codé dans un langage de programmation très complexe, qui servait de base à calculer la trajectoire des satellites par la NASA, le FORT. Un jeu spatial créé avec le même truc qui sert à lancer des fusées. C'est dans le thème. Plutôt, ouais. Ça n'a pas été de la tarte pour les développeurs pendant les 3 ans de développement, dont 1 année entière de retard, vu l'ambition du jeu. Le projet a failli être annulé à de nombreuses reprises, mais heureusement a fini par sortir, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et pour ce genre de jeu, c'est clairement un succès, et devenir donc une référence absolue du jeu vidéo spatial. Apparemment, c'était même le jeu préféré de grands écrivains de la science-fiction, comme Orson Scott Card, l'auteur du cycle d'Ender, un monument du genre. Pour répondre à ta question, Ed, le jeu reste quoi qu'il en soit connu d'un cercle d'initiés amateurs de ce genre de jeu. Malgré ses évidentes qualités, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, d'autant plus que d'autres jeux du même style lui ont emboîté le pas avec des mécaniques beaucoup plus poussées. Surtout quand on sait que, pour pouvoir réellement l'apprécier, il vaut mieux y jouer dans les conditions d'époque. L'émulation avec tous ces outils gâche clairement l'expérience de base imaginée par les gars de chez Binary System. Ouais, l'émulation gâchait peut-être un peu l'expérience de jeu, mais au moins on s'endormait pas. D'après mes calculs, si on prend le trou de verre en 175-122, on arriverait donc directement à notre système solaire. Regardez. Oh, nous y voilà, notre système solaire à 8 planètes, dont une Terre reproduite, avec une poignée de pixels, détruite par les étranges éruptions solaires, mais on arrive à retrouver des bribes de messages laissés par les expéditions passées. Lors d'une conversation avec les Veloxy, les insectes de l'espace, on a appris qu'un certain capitaine Harrison leur avait subtilisé un artefact sacré qui se trouverait à travers une constellation évoquée par les mécanes, les robots à qui vous avez parlé. On retrouve l'ellipsoïde dans la base de ce cher Harrison. C'est l'artefact sacré des Veloxy, capent dans leur territoire pour le leur rendre. Lieutenant Pichon ? Oui, les Veloxy sont en 150-148. Maintenant, ce sont nos meilleurs amis et ils nous révèlent tous leurs secrets. Ils étaient des alliés du vieil empire avant qu'ils aient été trahis. Leur chiffre sacré est le 6, sans doute à cause de leur nombre de pattes, je sais pas, c'est une supposition. Et ils nous indiquent l'emplacement d'un œuf noir, l'artefact qui peut détruire les planètes selon les mécans. Ah, l'intrigue commence à se dévoiler, c'est plutôt sympa, idem là. À force de discuter avec les Elovan, les hommes plantes qui parlent comme des hippies, on a appris qu'une planète de cristal était à l'origine des destructions de soleil qui menacent notre monde d'origine. On aura besoin, selon eux, d'un cône de cristal pour trouver le point faible de la planète. Chaque alien a sa manière de parler. C'est ça que j'adore avec Starflight. On est un véritable explorateur de l'espace. Moi aussi, j'adore. Ouais, des paysans. Est-ce qu'on continue demain ? Pourquoi ? Je pense savoir comment rejoindre le point indiqué par les Veloxy. En vrai, il nous reste quand même pas mal d'exploration, et moi j'ai promis un ciné à mon petit Arnaud ce soir. Je pense qu'une pause nous fera pas de mal. Monsieur Pichon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on y a passé la journée. Mais une pause ? Mais ils prennent pas de pause dans l'espace. C'est comme si dans l'immensité de la galaxie, ils prenaient le temps de prendre une pause. Et puis d'abord, un capitaine ne ken jamais son navire. Il navigue nuit et jour dans le ciel éternel des étoiles, jusqu'à un lieu où personne nous entendra crier. Capitaine Édouard. Navigatrice Alice. Lieutenant Pichon, membre d'équipage de l'USS Pixel. Il n'y avait que 8 caractères, sinon oui, j'aurais trouvé mieux. Longue vie et prospérité. Prêt à percer le mystère sur l'origine des anciens ? Prêt, j'ai tracé l'itinéraire hier soir, regardez. Bravo, monsieur Pichon. Donc, en empruntant ce trou de verre, puis celui-là et celui-ci...
Tadam! On arrive à l'endroit indiqué par les Véloxy en ayant économisé un max de carburant. À nous, l'œuf noir, cette arme de destruction massive a visiblement été fabriquée par les fameux anciens. Ils avaient pas l'air si commodes, hein. Oula, les coordonnées des éléphants nous emmènent en plein milieu d'un territoire dangereux. Les Ulek, les ennemis de tous les autres extraterrestres, s'ils nous attaquent à peine on s'approche, faut la jouer finement pour atterrir sans embûche sur la planète, toujours en faisant de petits coups de moteur pour pas s'écraser et se poser en douceur. Et voilà, à nous le cylindre rouge. Pratique cet artefact. Il nous permet de localiser où se trouvent les objets importants d'une planète directement depuis l'orbite. On passera moins de temps à voler en rase-mode sur les planètes pour chercher les bonnes ruines. Hop, on va se faire un peu d'argent avant de continuer. Cette planète contient un tas de minerais avec notre vaisseau hyper amélioré. Il y a juste à se poser en douceur et... Cette planète avait une gravité de 13 G. C'est beaucoup 13G? Bah si tu veux comparer, la Terre c'est 1 G. Ouais, donc logique qu'on ait fait splash. Non, sbam. Splash, c'est quand on tombe à l'eau. Je reconnais que c'est dans ces moments-là qu'être sur émulateur et pouvoir recharger rapidement sa partie, ce serait pas désagréable. En effet, merci Alice de le reconnaître, parce que, on l'a pas vraiment précisé, hein, mais le jeu est hard. On nous bloque pour la moindre raison. Moteur cassé, alien à qui on n'a pas donné la bonne réponse et qui nous attaque, un tremblement de terre qui endommage le rover de manière irréversible, etc. Starflight est un jeu de son époque, ultra exigeant. Les distances entre les étoiles sont assez importantes, hein. Faut avoir de sacrées réserves de carburant. C'est un peu longuet de rejoindre un point précis de la galaxie. Miner les planètes se résume à juste les analyser, appuyer à répétition sur le bouton extraire, puis on fait des allers-retours à la base, tout le jeu. Surtout, heureusement qu'on est à 3 dessus et qu'on réfléchit tous ensemble au scénario, parce que si, effectivement, l'univers du jeu est super plaisant à décrypter, hein, on a tendance à s'y perdre, où il y a intérêt à tout bien noter, vu qu'il n'y a pas d'ordre précis pour récolter les infos. C'est des nœuds au cerveau assurés. Typiquement, cette sonde Velox, les aliens insectes, pour rappel, prononce des nombres aléatoires et on doit y répondre oui ou non. D'accord, et si on répond au pif, elle nous attaque. Oula, ouais, cette sonde. Puisque c'est une sonde Velox, faut se souvenir que le chiffre sacré de ce peuple, c'est le 6. Et donc qu'il ne faut répondre que lorsque la sonde affiche un multiple de 6. Sachant qu'on obtient cette info qu'après avoir donné un artefact super dur à trouver au Veloxy. À moins d'avoir une soluce, c'est quasi impossible à deviner. Ceci dit, je nuance ton propos. En le parcourant là, on comprend pourquoi le jeu a autant fasciné. On éprouve vraiment ce sentiment de découvrir des civilisations galactiques, de reconstituer les pièces du puzzle, d'apprendre ce qu'était le vieil empire, qui étaient les anciens, que pensent les différents aliens les uns des autres. C'est pas pour rien qu'autant de développeurs ont été marqués par Starflight et qu'on retrouve ces mécaniques d'exploration dans des jeux comme Star Control, une autre référence de l'exploration spatiale, le sport de Maxis, ou même dans le premier Mass Effect de BioWare. Dedans aussi, on peut y faire descendre un rover sur d'immenses planètes pour récupérer du minerai et des artefacts. Starflight a bien sûr eu le droit à une suite en 1989, Starflight 2, qui est basiquement le premier en mieux. Une nouvelle histoire, moins d'emphase sur le minage, qui était très répétitif, et se concentrant davantage sur l'interaction avec les autres aliens, le vrai point fort du jeu. Malheureusement, si un Starflight 3 devait voir le jour, des problèmes de droit et de financement annuleront le projet, et la série s'éteindra, laissant un souvenir impérissable chez les joueurs qui auront eu la chance d'explorer cette galaxie aux confins quasi infinies. C'est marrant de se rendre compte que certains jeux oubliés ont eu un véritable impact sur l'industrie. Bonne nouvelle, coéquipier. Devant nous, la planète Cristal, le monde natal des anciens. Vous l'avez trouvé ? Je suis parti de notre conversation avec les mécans. Ils nous ont parlé d'une base d'un institut. Vous vous rappelez ? Peut-être qu'ils en savent plus sur qui sont les anciens. La base se trouverait près du monde natal des hommes-plantes, les élevants, qui selon eux formeraient un système à 4 étoiles qui surnomme les 4 jeunes pousses. J'ai jeté mon dévolu sur ce système qui semblait correspondre et je suis tombé sur une ruine très intéressante. Un agent de l'Institut est parvenu à se téléporter directement sur la planète de Cristal pour la détruire, mais ils ont perdu son contact. Ils sont arrivés à la conclusion que pour rejoindre la planète de Cristal, ils avaient besoin de 2 objets dont ils connaissaient l'emplacement.
le cône de cristal que je suis allé récupérer dans le territoire des méchants Zulek, et l'orbe de cristal qui est un objet sacré en plein dans le territoire des insectes Veloxy. Heureusement qu'on était en bon terme avec eux. La planète de cristal, elle, ce sont les Veloxy qui m'ont transmis son emplacement à force de discussion. Armé des 2 artefacts, son champ destructeur n'a plus aucun effet sur notre vaisseau. Eh bah, monsieur Pichon, je vous laisse mon grade de capitaine. Bah non, qu'est-ce que tu vas être sinon? Infirmière Édouard? En tout cas, bravo, capitaine Pichon. On est à 2 doigts de découvrir la vérité sur les anciens. Grâce à l'orbe de cristal, on peut rejoindre le cœur de la planète de cristal. Et elle est pleine à craquer d'endurium. Dans les ruines, on y trouve le journal de bord de l'agent de l'Institut. Celui qui s'est téléporté sur la planète pour la détruire en vain. Je viens de vivre une expérience bouleversante. J'ai du mal à y croire, mais il semble que j'ai établi un contact télépathique avec les anciens. L'explosion est prévue dans 40 minutes. Si la planète de cristal n'est pas détruite, j'espère seulement que ce journal sera découvert par quelqu'un. J'ai du mal à y croire, ces étranges fragments sont en fait des êtres vivants doués d'intelligence. Les anciens sont de l'endurium. Oh, leur métabolisme est tellement plus lent que le nôtre qu'ils vivent dans un cadre temporel totalement différent. Je pense même pas qu'ils sachent que nous sommes des êtres sensibles. L'endurium? Les anciens sont de l'endurium? Notre carburant? Alors ça, c'est du plot twist. Mais c'est horrible. Mais je comprends pourquoi ils veulent nous détruire. Fait des siècles on les massacre en les brûlant. Tout ça pour faire voler nos vaisseaux. Faut qu'on mette un terme à ce massacre, capitaine. Ouais, bah, on n'a pas le choix. C'est eux ou nous. L'œuf noir, leur arme de destruction massive. On a qu'à la retourner contre eux. Oh, super idée. On lâche l'œuf noir en plein milieu des ruines, on rentre ça au vaisseau, on décolle et... Boum. La planète de cristal est détruite, la menace des anciens est annihilée, et nous rentrons victorieux à la base Schrart dans une magnifique cinématique. Un Velox nous accueille et nous remet la médaille de l'achèvement sublime. Sacrée récompense. Pour nous remercier juste après le générique, on nous offre pas moins de 500 000 crédits. On peut retourner explorer l'espace comme bon nous semble. Et malgré tout ce qu'on a dit, c'est vrai que Starflight est tellement dépaysant. On est plongé dans l'immensité de l'espace, c'est rempli de dangers et l'ensemble est juste fascinant. Tu vois, Ed, l'autre jour quand t'as dit que tu voulais faire les jeux que par émulation, j'ai trouvé ça super triste. Alors, je suis d'accord, hein, certains jeux, avec le temps, ils sont devenus plus frustrants qu'autre chose, c'est vrai. Mais l'expérience pure d'origine, elle reste essentielle. C'est vrai que tout est affaire de nuances. Jouer comme je l'ai fait au premier Final Fantasy sur console d'origine, c'est quasiment une infamie aujourd'hui. Les combats qui interviennent tous les 4 pas et qui sont d'une lenteur abyssale, c'est un calvaire, ça rend le jeu quasi injouable. Pour Starflight, bien que c'était pratique quand même d'accélérer certaines phases longuettes et de recharger des sauvegardes dès qu'on le souhaitait, c'est vrai que on n'apprécie pas de la même manière. C'est ce qui fait le charme de ce genre de vieux jeu. Un scénario qui se dévoile au fil de nos découvertes, en établissant des communications aliens avec l'appréhension qu'ils ouvrent le feu. Et justement, cette appréhension, si j'ai fait une petite save juste avant, elle disparaît totalement. Même si le système de jeu en 2026 est assez complexe, en réalité, on est loin de certaines simulations spatiales velues à la Elite ou Free Space qui sont eux des damnés. J'y ai jamais joué, mais de ce que j'en ai vu, ça donne pas vraiment envie. Là, on a pu profiter de l'orbite des étoiles pour se propulser, gérer la gravité des planètes pour atterrir en douceur, analyser les atmosphères, braver les tempêtes des mondes hostiles. C'est vrai que l'aventure spatiale, on a pu la ressentir de manière parfaitement concrète. Complètement. Et comme on l'avait vu pour Arena et Daggerfall, encore une fois, la magie du procédural fait son œuvre. Il n'y a pas 2 parties qui se ressemblent. Les 270 planètes à explorer se renouvellent à chaque game. Et surtout, on est comme hypnotisé par ces cultures, ces dialogues, la distance entre les étoiles. Alors, parcourir le chemin d'une planète à l'autre, d'un système solaire à l'autre, ça peut être long, assez éprouvant. Mais c'est toute la proposition de Starflight. Endurer l'espace, l'isolement. Accepter d'être distrait par ce qu'on trouve, prendre le temps de fouiller les planètes, dénicher des mondes habitables, découvrir d'autres civilisations.
Tous que l'accélération et les sauvegardes rapides des émulateurs évacuent de l'expérience. Jouer avec ces outils, ça rend l'ensemble assez fade et impersonnel. J'ai compris ton message, Alice. Une fois de plus, le rétro-gaming reste un sujet ô combien complexe et je pense pas qu'on puisse apporter une réponse à toutes ces questions, en fait. C'est surtout qu'il y a des joueurs au profil varié et avec en tout cas, qui recherchent des expériences différentes. Enfin, On peut dire que ce qui l'emporte, c'est la passion. ouais, sûrement. C'était trop cool de découvrir Starflight. C'était notre premier jeu en exploration spatiale. Et bah, ça valait le coup. Ouais. J'ai l'impression d'ailleurs que l'expérience n'a pas déplu à Monsieur Pichon. Non, moi je pense que ça a bien marché, hein, pas vrai? Hein? Eh, Monsieur Pichon? Capitaine Pichon. Je n'aurais jamais imaginé entendre cela un jour. Mais comme on dit, dans l'immensité de l'espace, les possibilités sont infinies. Après avoir guidé mon équipage aux confins de la galaxie et éradiqué la menace des anciens, c'était sans doute la seule voie possible. Voilà où j'en suis. Assumer ma destinée. Monsieur Pichon, à présent capitaine de l'USS Pixel. Au service de l'humanité.